et merci pour votre présence nombreuse. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici pour la première conférence organisée par le paysan vigneron. Je suis très fière de voir que l'héritage de mon arrière-grand-père, Pierre Luciot, se perpétue aujourd'hui. À l'époque, il s'agissait, dans un contexte post-phylloxérique et d'après-guerre, de trouver les bons leviers pour tout reconstruire. Organisation de filières, coopératives, les prémices du collectif trouvent ses racines à cette époque. Il n'existait alors aucun relais d'information pour accompagner les agriculteurs et viticulteurs dans cette reconstruction. Pierre Luciot a pris l'heureuse décision de créer Le Paysan en 1925. Aujourd'hui, la revue Le Paysan Vigneron, c'est un tirage de 3300 exemplaires, 80% d'abonnés, 20% d'abonnés professionnels du secteur, un temps de lecture mensuel de 88 minutes contre 55 pour la moyenne nationale. Nous sommes attachés, depuis bientôt 100 ans, à être non seulement le reflet de la vie viticole sur notre territoire, mais aussi à proposer, au travers de nos articles, des éclairages plus macro permettant de prendre de la hauteur et du recul. Nous sommes présents également sur le terrain en participant à différents salons, manifestations, à des essais matériels et enfin en organisant des rencontres comme celle d'aujourd'hui. Avant de vous présenter notre conférencier, Serge Zaka, je tenais à remercier nos partenaires. Merci à Laurent Mabille et à Pierre de l'Institut Richemont qui réaliseront une captation vidéo de la conférence que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Merci également à NC, Martel et Rémi Martin qui nous ont généreusement offert les cognacs que vous pourrez déguster à l'occasion du temps convivial organisé à l'issue de la conférence. Évidemment, un grand merci à Serge Zaka d'avoir immédiatement accepté de répondre favorablement à notre petite structure quand nous lui avons proposé cette conférence qui portera sur la thématique, ô combien d'actualité, l'impact du changement climatique à l'horizon 2050 sur nos vignes des Charentes. Serge Zaka, qu'on ne présente plus aujourd'hui, est docteur en agroclimatologie et chasseur d'orage. Il est surtout, et c'est aussi ce qui nous a séduit dans son approche, un expert partageant ses connaissances avec beaucoup de pédagogie dans les médias et les réseaux sociaux. Toujours simple, jamais simpliste, il rend accessible et dynamise une matière qui pourrait parfois paraître obscure. Je crois ne pas me tromper en disant qu'il est aujourd'hui une référence dans une discipline qui fait plus qu'émerger, l'agroclimatologie. Nous sommes donc ravis de recevoir aujourd'hui pour cet exposé tentant de nous expliquer comment l'agriculture, et en particulier le vignoble charentais, va ou devrait faire face au changement climatique et comment nos vignes devront nécessairement, elles aussi, s'y adapter. 45 minutes d'exposé, 45 minutes d'échange, puis un temps convivial, un beau programme et une première que nous escomptons reproduire dans le temps. À toi, Serge. Ça marche pas. Il faut mettre on. Bonjour à tous. Merci pour l'introduction. Ça me fait plaisir d'entendre ces mots. Alors effectivement, oui, je suis Serge Zaka, je suis docteur en agroclimatologie. Je vais vous définir le terme d'agroclimatologie tout à l'heure. Je suis également chasseur d'orage. Donc les photos que vous voyez, c'est moi qui les ai prises en général la nuit. Je suis un peu triste qu'il n'y ait pas d'orage en ce moment sur Cognac, mais ça évite quelques problématiques de grêle. Chacun son, chacun son problème. Alors aujourd'hui, on va parler effectivement du changement climatique et de son impact sur le vignoble, spécifiquement à Cognac. Il y a quelques impacts sur la France, voire même sur le monde. Et c'est très spécifique à Cognac. Et j'ai traité les données en fait du GIEC, hein, spécifiquement sur la ville de Cognac. Donc on commence par quelques définitions, puis on va faire une partie que je considère intéressante, même si vous connaissez les principaux aspects. C'est la partie climatologie. On va regarder les retours 2021-2022 et surtout ce qui se passe jusqu'en 2100 sur les précipitations et la température. Puis après, on fait de l'agroclimatologie où là, on regardera vraiment sur le vignoble. Je commence par quelques définitions. Ça va pas être très barbant, je vous préviens, il y en a juste 3. L'agrométéorologie, c'est l'impact
de la météo sur la viticulture ou les grandes cultures, hein, sur l'agriculture en général. En gros, c'est le court terme. Si je suis un viticulteur, je me dis: «Ah oui, je suis libanais, donc les Libanais, ils parlent avec les mains comme les Italiens et puis ils bougent beaucoup». Donc vous inquiétez pas, je n'ai pas la bougeotte, je bouge beaucoup. Alors, si je suis un viticulteur, l'agrométéorologie me permet de savoir s'il y a un risque de gel dans les jours à venir et surtout qu'est-ce que je dois faire. De même pour la grêle, est-ce qu'il va grêler demain et qu'est-ce que je dois faire en parallèle? Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est surtout de l'agroclimatologie. L'agroclimatologie, là, c'est vraiment sur le long terme. On étudie ce qui s'est passé sur le long terme au passé ou dans le futur. Donc, typiquement, c'est quels cépages seront adaptés au climat d'ici 2050, quelle est l'évolution du risque de gel d'ici 2100, quelle est l'évolution du risque de grêle. Donc là, c'est plus l'agrométéorologie, c'est plus des décisions agricoles sur le terrain. L'agroclimatologie, c'est plus des décisions socio-économiques. Et les scénarios RCP que je vais présenter, que je présente ici, et les codes couleurs, je les même toute la présentation. Donc le scénario RCP 2.6, c'est un réchauffement d'environ 1,5 degré sur le monde, c'est-à-dire à peu près 2,5 sur la France. C'est-à-dire si on fait baisser les concentrations CO2 très rapidement, ce qui n'est pas le cas, donc c'est un scénario fictif. Le RCP 8,5, c'est un scénario sans politique climatique, donc plus 4 degrés à l'échelle du monde, plus 6 à peu près sur la France. Et le scénario 4,5, c'est un scénario médian, plus 2 degrés sur le monde, plus 3, 3,5 sur la France. La France se réchauffe plus vite que le reste du monde. Et on est plutôt entre ces deux scénarios-là. Donc si je reviens sur 2021, cette photo, je l'ai prise d'ailleurs pas très loin d'ici. On peut voir un cheval qui saute ici, là. Vous voyez, moi je ne vois pas. Je l'ai pris du côté de Ruffec, pas très loin de là. Alors en 2021, on a eu un gel exceptionnel sur la vigne, sur l'arboriculture, qui n'a pas forcément beaucoup concerné Cognac, mais c'est quand même très important de regarder à l'échelle de la France. Alors vous avez ici la température moyenne, les normes en noir, la courbe noire. En rouge, c'est quand on est au-dessus, en bleu, c'est quand on est en dessous, donc on varie autour de cette norme. Et les records bleus, ce sont les records de froid, et là, ce sont les records de chaleur. Donc on voit qu'on tape plus dans les records de chaleur que dans les records de froid. Surtout au niveau du petit 1, on a eu de la vernalisation, on a eu du froid, donc les végétaux ont eu le froid nécessaire pour fleurir. Et puis ensuite, on se retrouve avec 3 périodes de douceur, surtout au petit 3, la période de mars, qui a fait énormément de records, qui est suivi par cette fois-ci un record de froid. Donc on passe d'un record de chaud à un record de froid en quelques jours. Et c'est ça la problématique du gel agricole, c'est quand on a un faux printemps, le petit 3, qui provoque une ouverture des bourgeons précoces et qui finit par du gel. Et d'ailleurs, si vous avez la carte de fin mars et la carte de début avril, je ne les ai pas inversées. Voici les températures en France. Il faisait à peu près 27 degrés à Cognac fin mars, ce qui est le record. Et je tiens à préciser qu'hier, il a fait à peu près la même température, sauf qu'on est en juin, et là, c'était fin mars. Et là, on a du -2, -1, -4 début avril, ce qui est aussi au niveau des records. Donc on a perdu à peu près 32 degrés en 7 jours, ce qui est extrêmement conséquent pour nous. Êtres humains, on a le chauffage, on a la clim s'il le faut. Pour les végétaux, ils ne l'ont pas forcément. Donc au niveau de la vigne, c'est moins 30% au niveau national, mais Cognac a été un petit peu moins concerné. Sur les autres cultures, comme pour la prune ou la poire de table, c'est moins 60%. Donc c'est 4 milliards d'euros de pertes, c'est la plus grosse catastrophe agricole qu'on ait eue depuis la Révolution verte. Alors maintenant, on passe à 2022. Vous avez le pont de Millau, le viaduc de Millau, avec quelques éclairs. J'habite à Montpellier, moi. Alors, vous avez la même figure cette fois-ci sur 2022, sur toute l'année, les normes, les excès de température en rouge et en bleu, les déficits. Donc, ce qu'on observe déjà, c'est qu'il y a beaucoup plus de rouge que de bleu. L'année 2022 est d'ailleurs l'année la plus chaude qu'on ait pu observer en France, avec 14,5 degrés depuis 1900. Depuis 1900 à minima. C'est-à-dire c'est le début des releviers fiables de Météo France. Voilà, plusieurs pics de canicule, plusieurs pics de douceur tout le long de l'année. Et d'ailleurs, si je regarde au niveau mondial, tous les points rouges foncés que vous avez, ce sont les années les plus chaudes qu'on ait pu observer. Donc, c'est toute l'Europe de l'Ouest qui était concernée. Les points bleus foncés, ce sont les années les plus froides. Avec l'épisode La Nina qu'on avait, il y a juste ce petit point-là. Donc, on voit bien la différence entre les records de chaud et les records de froid au niveau mondial. C'est une année aussi extrêmement sèche. L'année 2022 a été la deuxième année la plus sèche après 1989, moins 25 pour 2022, moins 26 pour 1989, depuis 1959. Donc, vous avez ici la norme en noir
et on était sous la norme dans la courbe de 2022 tout le long de l'année. D'ailleurs, on a beaucoup de mal à repasser au-dessus en 2023. On a battu le record le plus bas qu'on ait pu observer en France. À l'échelle française, il ne restait plus que 16% de l'eau dans les sols disponibles pour les plantes en moyenne. C'est-à-dire que certaines régions, notamment le sud-ouest, on était à 0%. Pourquoi 1989, on n'en a pas forcément autant parlé dans les médias, c'est qu'il a fait beaucoup moins chaud, donc moins d'évaporation, moins de transpiration qu'en 2022, où on a eu beaucoup plus de problématiques de sécheresse. Et si je prends encore du recul à l'échelle européenne, alors Cognac était très concerné, c'est juste qu'il y a eu quelques orages qui sont passés avant que j'ai pris cette carte. Au 4 août, c'est vraiment toute l'Europe de l'Ouest qui est concernée par cette sécheresse. Voilà, c'est une sécheresse européenne. Et donc si je regarde sur 2022 les pertes de rendement, il y a des disparités régionales. On ne voit pas forcément comme sur la vigne, comme sur le maïs, toute la carte est rouge. Il y a des pertes de rendement dans toute la France. Là, ce qui est intéressant de noter, c'est que malgré toutes ces sécheresses et canicules, on a quand même des disparités régionales, on a quand même des hausses de rendement. Et notamment du côté de Cognac, on a à peu près plus 6%. On n'a pas de grosses baisses au niveau national. Et ça, c'est très intéressant, c'est que la vigne est quand même une espèce qui est très résistante aux sécheresses et aux canicules. C'est la plus résistante de France. Si je vous aurais montré les autres cultures, on pourra peut-être voir une diapo après, c'est pas du tout le cas pour les autres cultures. Par contre, quand on regarde dans les détails, par région, voilà, donc on montre qu'en Charente, on a eu le gel, la grêle plus conséquente que le gel, mais ceci dit, on a eu des précipitations bien placées dans le cycle de développement de la vigne qui ont fait que finalement, on n'a pas eu trop de grosses pertes de rendement. Donc on s'en est sorti, mais c'était à quelques jours près. Après, il y a des hausses artificielles parce qu'il y a eu tellement de gel en 2021 que quand on compare par rapport aux années précédentes, ça baisse tellement la moyenne que plus 63% dans le Jura, en fait, c'est une hausse artificielle due à 2021 où c'était extrêmement bas. Et quand on regarde dans les détails, on a vraiment précipitation de post-sécheresse, précipitation de post-sécheresse, sécheresse, sécheresse, sécheresse. Ça, c'est les rapports de l'État. On retrouve beaucoup le mot sécheresse malgré les hausses de rendement. Et en fait, vraiment, ce sont des précipitations bien placées dans le cycle qui ont permis à la vigne de s'en sortir malgré la baisse des précipitations. Et donc voici les pertes de rendement sur l'ensemble des cultures, par exemple pour le Midi-Pyrénées. Quand je vous dis que la vigne s'en sort plutôt bien, c'est qu'il y a une raison, moins 53% pour le maïs non irrigué, pour le maïs irrigué, on doit être vers les moins 12, c'est ça. Le fourrage, moins 40%. Voilà, donc la vigne, au final, s'en sort plutôt pas mal par rapport à ces risques de sécheresse. Alors pourquoi je suis très content d'être là aujourd'hui et pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est quand on regarde les données climatiques du GIEC en rouge, ici, et quand on regarde les observations, c'est le noir, les points noirs, 2022 juste en violet. Quand je prends 2022, pour l'instant, c'est un pic vers le haut. On a des variations interannuelles, 2022 est un pic vers le haut. Quand je le projette sur la moyenne qui est prévue par le GIEC, on tombe sur, en plus c'est un réchauffement modéré, je tiens à préciser, on tombe sur 2050. C'est-à-dire que 2022, qui est un pic vers le haut, sera une moyenne classique en 2050. Les pics vers le haut de 2050 seront beaucoup plus importants. C'est pour ça que l'agriculture doit s'adapter à ce changement climatique, puisqu'en 2050, ça sera une année tout à fait normale. Et donc, on va regarder ce qui va se passer d'ici 2050 et 2100 au niveau des précipitations. Là, vous avez Paris, je ne chasse pas que en campagne. Et ça va être assez étonnant pour vous, puisque sur 75% du territoire, et Cognac se situe en limite, au niveau des pluviomètres, donc ça ce sont des observations, il y a plus de pluie. Il pleut plus sur 75% du territoire depuis 1961. Pourtant, quand on regarde les infos, on a l'impression qu'il n'y a plus de pluie en France, mais en réalité, sur 75% du territoire, il pleut plus. Je n'ai toujours pas élucidé ce petit problème qu'il y a en Sarthe. Et c'était très gênant quand je suis allé à la FDSEA de la Sarthe pour leur parler du changement climatique. J'étais un peu gêné. En fait, c'est juste qu'ils sont à moins 1, moins 2%. Donc ça passe en rouge, mais en réalité, c'est pas très significatif. Donc Cognac est pile à la transition entre cette hausse et cette baisse des précipitations. On est plutôt sur des précipitations plutôt stables, on va dire, par rapport à la Côte d'Azur, où il y a beaucoup moins de pluie. Et donc si je regarde ces pluviomètres à Cognac, je vous disais que c'était plutôt stable. Effectivement, il n'y a pas de tendance. On tourne autour d'une moyenne. Hein. Les précipitations en excès, les années en excès depuis 1959 sont en vert, les années en déficit sont en ocre. Et donc vous avez pas forcément d'évolution de précipitation à Cognac. Ça c'est important de le noter, parce que souvent quand on regarde les infos, on a l'impression qu'il n'y a plus de pluie en France. Et ce n'est pas le cas. Ce sont des observations.
Par contre, si je regarde les surfaces en sécheresse, on a une très légère augmentation dans le Poitou-Charentes, à peu près 2%, 3%, c'est pas énorme. C'est surtout dans le sud de la France, on passe de 5 à 15% en moyenne. Donc une très forte augmentation des surfaces en sécheresse. Voici le pourcentage de surface en sécheresse agricole ici. Et vous avez les années. Attention, c'est pas la même abscisse, parce que dans le Poitou-Charentes, quand il y a des sécheresses, en général, les pics vers le haut sont très élevés. Si je rajouterais 2022, on serait à peu près par là. Donc voilà. Ce qu'on observe, c'est qu'on a une tendance de fond dans le Languedoc, où on a des sécheresses régulières tous les ans, avec quelques pics vers le haut. Par contre, en Poitou-Charentes, on a des années sans sécheresse, et surtout, quand on a des sécheresses, il y a de très forts pics vers le haut. Ce pas les mêmes variabilités interannuelles. Vous pouvez deviner, les sécheresses remontent par le sud progressivement, donc on aura de plus en plus de tendances de fond aussi dans le Poitou-Charentes dans l'avenir. Et donc si je regarde les précipitations à Cognac d'ici 2100, vous avez ici 1950-2100, le nombre de millimètres par an, les références au niveau des scénarios avec le même code couleur. Ce qu'on observe, c'est une hausse des précipitations à Cognac, une petite hausse, hein, peut-être de 50 millimètres par an. Mais il n'y a pas de grosse tendance entre les différents scénarios de réchauffement. Donc on aura peut-être un peu plus de pluie du côté de Cognac. Je dis bien peut-être, parce qu'en réalité, quand on découpe dans les saisons, la tendance est différente suivant les saisons. C'est pas à l'année qu'il faut regarder l'évolution des précipitations, c'est au niveau des saisons. Par exemple, en hiver, il pourrait, je dis bien pourrait, c'est au conditionnel, parce que l'indice de confiance est faible, les modèles ne sont pas tous en accord. On pourrait avoir un petit peu plus de précipitations du côté de Cognac. En été, c'est l'inverse. Cette fois-ci, les indices de confiance sont forts. On va avoir moins de précipitations en été. Donc quand je fais la somme des deux cartes, la somme des saisons, on n'a pas très grosse variation au niveau de l'année, hein. Mais en réalité, c'est qu'il pleuvra moins en été et peut-être plus en hiver. Donc c'est une évolution de la saisonnalité, et vous me voyez venir, la vigne pousse sur les périodes où il y a moins d'eau, comme la plupart des cultures d'ailleurs. Donc cette fois-ci, je me suis dit, je ne vais pas vous montrer juste l'annuel et vous dire il n'y a aucun problème, il va plus pleuvoir, tout va bien, rentrez chez vous. Là, je vous ai fait le graphique avec l'été, seulement l'été, les précipitations, et j'enlève l'évaporation et la transpiration. On appelle ça l'ETP, de l'évaporation et la transpiration, parce que c'est de l'eau qui ne va pas rentrer dans le sol. On pourrait encore enlever le ruissellement. Et donc cette fois-ci, on voit bien la baisse. C'est-à-dire qu'en été, il pleut moins, il fait plus chaud, plus d'évaporation, plus de transpiration. Donc l'eau disponible pour la plante est en baisse, et c'est en négatif, ça veut dire qu'on a besoin d'apporter de l'eau à la plante pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Et si j'arrive sur l'indice hydrique des sols, donc là c'est la sécheresse. Vous avez l'axe ici, plus on est vers le 0, moins il y a d'eau, plus on est vers le 1, plus le sol est saturé en eau. Ici, ce sont les jours de l'année. Donc l'été, il y a moins d'eau dans le sol, ce qui est logique, c'est pas le changement climatique, c'est les saisons. Et l'hiver, il y a toujours plus d'eau que l'été. Donc on regarde au petit 1, je vous ai dit qu'il pleuvait plus en hiver, mais il n'y aura pas forcément plus d'eau disponible dans le sol. On sera quand même sur des indices élevés, mais on n'a pas forcément plus d'eau, parce que vu qu'il fait plus doux et que la vigne se réveille plus tôt, les prairies se réveillent plus tôt, les forêts se réveillent plus tôt également, l'eau est utilisée de façon plus précoce, et donc au final, on n'a pas forcément plus d'eau dans le sol. Par contre, on a un gros décrochage à partir du printemps, et qui reprend très tardivement en automne. En vert, ici, c'est 1970. En rouge, c'est 2070, donc un siècle après. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en été, par contre, on a un déficit d'eau dans le sol qui est beaucoup plus marqué. Là, c'est baisse des précipitations, hausse de l'évapotranspiration, et surtout, chaque degré gagné dans l'atmosphère, c'est plus 7% de vapeur d'eau. Donc, quand il y a des orages, ils sont plus violents. Donc, c'est de l'eau qui va être en grosse quantité. Pour les météorologues, ils comptent ça comme de la pluie. Mais pour les agriculteurs et les viticulteurs et les agroclimatologues, on ne compte pas ça comme de la pluie efficace, parce qu'il y a beaucoup de ruissellement. Quand il tombe beaucoup trop d'eau d'un coup, l'eau ne rentre pas dans le sol. Un autre phénomène aussi, cette fois-ci un petit peu plus anxiogène, je l'avoue. On a parlé des sécheresses classiques, les sécheresses agricoles, c'est sur les 2 premiers mètres, mais cette fois-ci, on parle très peu encore des sécheresses éclairs. Et pourtant, on a un cas d'école mondial le 28 juin 2019 en France. C'est d'ailleurs son anniversaire des 4 ans. Moi, j'habite ici du côté de Montpellier. Il a fait 46 degrés chez moi le 28 juin 2019. C'est en dehors de la période des canicules en plus, qui est plutôt du 15 juillet au 15 août normalement.
On avait un épisode de Mistral en même temps que cette canicule à 40 km/h. Donc en fait, moi j'ai appelé ça un effet sèche-cheveux parce que sur BFM TV, on m'a demandé comment j'explique ça. Je leur ai dit c'est l'évapotranspiration qui augmente. Ils m'ont dit ils vont rien comprendre les gens. Je leur ai dit effet sèche-cheveux, ça vous va? Ils m'ont dit ça les Parisiens ils vont comprendre. Donc, là, mais en fait, ça veut rien dire scientifiquement parlant. J'en suis désolé, mais j'étais obligé d'inventer ce terme à l'arrache dans un vignoble. Et en fait, les scientifiques ont appelé ça la sécheresse éclair, plus tard dans les rapports scientifiques. Donc on va garder le terme de sécheresse éclair. En fait, c'est que l'évapotranspiration explose du fait de la conjugaison du vent, de fortes températures. Enfin, là, c'est carrément 46 degrés. On est carrément au-dessus de la limite génétique de la vigne. Hein, et 40 km/h de vent. Donc l'évapotranspiration explose. Et en 4 heures de temps, la vigne a brûlé. Quand je vous dis brûler, c'est-à-dire qu'il restait 3 feuilles vertes là-haut. Et en fait, la plupart des feuilles qui étaient exposées ont carrément brûlé. On a mis en cause au début le cuivre, mais en réalité, quand on a observé les forêts, les pins, les lauriers, les rosiers, enfin tout ce qu'on trouve dans la garrigue, ont brûlé aussi. Donc il n'y a pas que l'effet cuivre dans cet effet-là. Donc la sécheresse éclair est basée sur une explosion de l'évapotranspiration. Ce sont des phénomènes très ponctuels, très locaux, qu'on ne peut pas caractériser avec les données du GIEC, qui ont des mailles beaucoup plus larges. Donc il y a quelques phénomènes extrêmes comme ça qui passent dans les mailles du filet, qui ne seront pas forcément visibles dans les graphiques du GIEC, mais qui sont très importants. Il y a un L à Hérault, là, je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié, qui passe dans les mailles du filet, mais qui sont très importants pour l'agriculture, parce qu'un seul phénomène extrême en une journée, comme du gel, peut provoquer une perte de rendement. Alors si je prends un peu de hauteur, voici la répartition de la plupart des vignobles connus dans le monde. En violet, on retrouve l'héritage des Romains dans le coin là, et puis les nouveaux vignobles en Californie, en Argentine, etc. Donc c'est plutôt entre la latitude 30 et la latitude 50 en général, entre l'isotherme, donc la température moyenne annuelle 20 et 10 degrés. Si je regarde au niveau du GIEC, au niveau des précipitations, c'est souvent le climat méditerranéen qui est le plus concerné par la baisse des précipitations. En Californie, ici dans les vignobles, c'est exactement la même répartition que les vignobles mondiaux. Regardez là, ici, là et là. Il y a juste les Chinois qui s'en sortent, un peu comme d'habitude. Et donc au final, pourquoi? Parce qu'en fait, les vignobles sont souvent répartis dans les climats méditerranéens, qui sont des climats de moyenne latitude, et c'est ceux-là où on observe le plus de baisse de précipitations. Donc on n'est pas les seuls concernés par ces problèmes de sécheresse dans le monde. Il reste plus que la Chine. Alors au niveau des températures maintenant, je passe rapidement sur cette figure, plus 1,7 degré depuis 1959, c'est l'évolution des températures en France avec 2022 qui se distingue nettement. Ça, vous connaissez. Là, c'est le réchauffement hiver-été, donc saisonnalité. On a plus 0,7 en hiver, plus 1,43 en été. L'été a tendance à se réchauffer plus, donc plus de phénomènes extrêmes thermiques en été. Et là, c'est très important. Là, c'est la carte de répartition des températures moyennes françaises entre 1976 et 2070. Alors ici, dans le climat actuel, on a à peu près 12 degrés de température moyenne à Cognac. Ce 12 degrés-là, on le retrouve à Lille, à Strasbourg, dans l'avenir. Tandis que dans l'avenir, on aura à peu près 14 degrés de température moyenne à Cognac, ce qui correspond à mon climat méditerranéen chez moi, à Montpellier, le 14 degrés actuel. Donc en fait, le climat de Montpellier remonte progressivement à Cognac. Et ça a des conséquences très importantes pour toute l'agriculture, mais aussi pour la vigne. Quand je regarde la température prévue à Cognac jusqu'en 2100, je vous ai mis Montpellier, Barcelone et Alicante pour faire un petit peu d'exotisme, mais bon, c'est sympa pour le tourisme, un peu moins pour l'agriculture. Donc vous avez la température de 1950-2100, donc suivant les scénarios. Ce qu'on observe déjà, c'est quel que soit le scénario climatique, quel que soit le scénario d'émissions de gaz à effet de serre, le climat de Cognac se réchauffe jusqu'en 2050. Et puis après, suivant le scénario, on a une distinction des courbes. Dans le scénario le plus chaud, on sera plutôt entre le rouge et le orange, on sera plutôt sur un climat de Barcelone, à Cognac. Je tiens à le préciser. J'ai pas mis les courbes de Montpellier, moi je suis sur un climat plutôt Cordoue ou Alicante. Et là, c'est pas les mêmes problématiques, même au niveau de la vigne. Et donc, si on regarde l'aire de répartition des climats grâce aux forêts, parce que c'est une étude qui a été faite par l'INRA en 2004, vous avez ici en rouge l'aire de répartition du chêne vert méditerranéen.
le chêne vert méditerranéen est représentatif du climat méditerranéen. Et il est accompagné de toutes les espèces qu'on retrouve dans la garrigue. Les cigales, pas forcément que végétales, hein. Les cigales, le thym, le romarin, etc., qu'on retrouve dans la garrigue. Si on regarde ce climat méditerranéen, il remonte progressivement par la vallée du Rhône et la vallée de la Garonne, et il va taper aux portes de Cognac progressivement d'ici 2100. Donc le climat, la Méditerranée arrive à vous, pas besoin de venir en vacances chez moi, il faut attendre 2100, mais d'ici là vous serez mort, mais bon, c'est pas grave. Par contre, c'est le climat aquitain qui remonte progressivement. Ici, vous avez un climat aquitain en bordure, mais vous serez vraiment dans le cœur du climat aquitain à partir de 2050. Ça, c'est important aussi pour les forêts de chênes qui vous sont utiles pour faire les fûts, hein. Ces forêts-là ne seront plus au même endroit dans l'avenir et il faut commencer à anticiper leur localisation. On est plutôt dans le jaune pour les forêts de chênes qu'on a l'habitude. Alors, le chêne soit le châtaignier, c'est le jaune, le chêne, c'est le vert. Donc, on est entre le jaune et le vert, hein, pour le chêne en réalité. Mais progressivement, le chêne qui fait vos fûts ne sera plus possible en France. Il sera relégué au nord de l'Europe. C'est le climat aquitain qui prend le dessus. Donc, il va falloir penser aussi à l'anticipation de ces problématiques-là. Alors, je vous ai montré beaucoup de températures moyennes, mais en réalité, ce qui nous intéresse aussi, c'est les températures au-dessus de 35 degrés, puisque c'est les températures qui peuvent commencer à poser des problématiques sur la plupart des espèces. À 35 degrés pour la vigne, ça va encore, mais c'est le début des premières brûlures si jamais il y a un fort ensoleillement. C'est plutôt vers les 40. Bon. Vous avez ici l'intensité des canicules et la répartition depuis 1940. Ce qu'on observe, c'est qu'on avait déjà des canicules avant les années 2000, donc le changement climatique n'est pas à l'origine des canicules. Il y en avait déjà en France. C'est juste qu'il a une origine de son augmentation de fréquence et d'intensité. Maintenant, on parle de saison des canicules, on ne parle plus de risque de canicule. Parce que maintenant, on peut en avoir plusieurs dans la même année, comme en 2003, 2022, où on en a eu 3. 2003 reste la référence avec 17 000 morts. Si je regarde maintenant jusqu'en 2100, vous avez ici le nombre, la durée des canicules et l'intensité. 2003, 17 000 morts et le jaune ici. Les 3 canicules de 2022 sont en noir ici. Et vous pouvez voir que sur l'échéance 2100, on a 5 fois plus en durée, 3 degrés de plus en température moyenne, ce qui est extrêmement conséquent. Alors, s'il vous plaît, diminuez les émissions de gaz à effet de serre, il faut tous s'y mettre, parce que là, dans ces périodes-là, c'est moi qui sera dans les EHPAD, et ça va pas le faire. Donc voilà, des canicules plus fréquentes, plus intenses et plus longues, malheureusement. Ça impacte sur l'humain, mais ça impacte aussi sur les risques de brûlure pour la vigne. Et d'ailleurs, en parlant de ça, à Cognac, le nombre de jours à 35 degrés, vous l'avez ici, donc le nombre de jours en 1950 à 2100, il y a bien une augmentation. J'ai mis ici la moyenne de Montpellier, qu'on est déjà progressivement en train d'atteindre, et on va largement la dépasser suivant les scénarios. D'ici 2030, on commence à être au-dessus. Donc les températures extrêmes vont largement augmenter du côté de Cognac, jusqu'à 4 semaines de canicule à la suite à Cognac, ce qui est extrêmement important pour la région. Alors je vous ai parlé de la chaleur, vous avez ici Cannes d'ailleurs, la Croisette et bel orage au lever de soleil. Je vous ai parlé beaucoup de chaleur, mais il y a aussi ce qui nous intéresse en vigne, c'est le gel. Vous avez ici le nombre de jours de gel en 1976, 2005 et 2070, donc on voit bien une très forte diminution du risque de gel. À Cognac, on passe d'à peu près 40 à 30 jours de gel à 10 à 20, donc on divise à peu près par 2 le risque de gel. On le voit bien sur ce graphique, de 40, on descend 10-20 d'ici 2100, bien sûr avec une distinction suivant les scénarios, à partir de 2050. Mais en parallèle de cette diminution du risque de gel, on a une augmentation des températures au printemps, à peu près 2 degrés, donc des végétaux qui seront un peu plus en avance. Vous voyez forcément où je veux en venir. Donc ça, c'est la carte des températures moyennes printanières. Donc on voit bien qu'il y a une belle évolution de la douceur hivernale, donc des non-hivers, certainement, à partir de 2050. Je termine pour la météo sur les orages et la grêle, les tempêtes, etc. Et après, on passe sur la vigne. Donc sur la grêle, j'ai voulu vraiment vous mettre ce schéma-là, puisque Cognac se situe dans une zone très intéressante pour les chasseurs d'orage. C'est la zone sud-ouest-nord-est. C'est la fameuse zone de conflit thermique entre la Méditerranée et l'Atlantique, l'air plus frais et plus chaud, qui fait que le sud-ouest-nord-est, même si on est un petit peu en bordure de cette zone-là, vous êtes particulièrement concerné par la grêle, mais moins que certaines régions bordelaises ou alors du sud-ouest de la France, qui sont vraiment dans le cœur de la vallée de la grêle, quoi. Voilà, le record le plus gros, hein, c'est
Je tiens à préciser que le 958 grammes du record le plus lourd en France en 1959 à Strasbourg, le 11 août 1959, c'est le jour de naissance de ma belle-mère. Donc je pense qu'il y avait un lien important sur cette date-là. Voilà. Alors, vous avez ici, suivant les mois, hein, de janvier à décembre, l'ère de répartition de la grêle en France. En général, c'est plutôt entre fin mai, juin, juillet, donc on est en pleine saison là de la grêle, un petit peu moins en août, septembre, un petit peu moins en avril, mais c'est vraiment cet axe-là, sud-ouest-nord-est, qui est important pour... je vais l'expliquer tout à l'heure pourquoi. Cependant, quand je regarde le rapport du GIEC sur la grêle, on a un indice de degré confiance qui est faible sur la prévisibilité de la grêle, parce qu'il n'y a pas de modèle qui distingue une tendance à l'accentuation des risques de grêle sur Cognac ou même en France. Tout simplement parce qu'on a un manque d'observation. On a la grêle, c'est grâce au smartphone qu'on peut l'observer. On a une augmentation artificielle du nombre de chutes de grêle parce qu'on a une augmentation des smartphones qui permettent de les observer, donc faire des reports. On a des données insuffisamment homogènes. On a plus de données autour des villes qu'en campagne. Forcément, il y a plus de smartphones en ville qu'en campagne. Et on a des modèles qui n'ont pas encore la résolution ou la paramétrisation précise pour représenter les phénomènes orageux. Cependant, après le rapport du GIEC, il y a un rapport dans Nature qui a été publié en 2021, de quelques jours après, qui dit que, d'après une approche statistique, les conditions atmosphériques de grande échelle, donc anticyclone, dépression, propices à la grêle, ont augmenté en Europe, en France et en Australie, en Europe, aux USA, en Australie. Cependant, c'est difficile à valider du fait du manque d'observation. Donc on n'a pas encore de recul scientifique suffisant pour donner un indice de confiance d'évolution de la grêle. Cependant, en 2022, on a eu des chutes de grêle assez exceptionnelles en France. Il faut savoir que ici, les points rouges représentent les chutes de grêle des grêlons géants au-dessus de 5 cm. Normalement, on en a un ou deux sur la carte chaque année. Là, on en a des centaines. Et le Cognacais, bien qu'un peu plus épargné, a été quand même traversé par le nord et le sud par des... On voit bien l'axe sud-ouest-nord-est de la grêle. A été traversé par des orages de grêle importants, donc ce qui peut poser question par rapport à cet exploit de grêle qu'on a eu en France. Toute la France est criblée de grêle, sauf localement dans le nord de la France. Là, on voit le sud-ouest-nord-est. Pourquoi vous êtes dans un axe de grêle à Cognac? C'est simplement que quand les orages propices à la grêle, on a une dépression qui se situe plutôt ici, qui fait remonter de l'air chaud sur la France. L'air froid essaye de pénétrer par le nord-ouest. Et donc, en fait, vous êtes vraiment dans cette zone de conflit thermique. Et en plus de cela, les orages qui arrivent chez vous sont extrêmement matures puisqu'ils prennent naissance sur l'Espagne, ici, où il y a des montagnes qui favorisent la création de ces orages et qui traversent ensuite le golfe de Gascogne. Et ils ont vraiment un territoire plat pour pouvoir se former et venir dévaster ensuite toutes les côtes et puis Cognac par la suite. Donc, il y a des couloirs de grêle favorisés, mais c'est souvent dû à des sommets montagneux qui sont en Espagne. Voilà pour la grêle. Et maintenant, je passe à la viticulture. J'ai mis arboriculture aussi, parce qu'en réalité, c'est à peu près pareil. La phénologie, avec un beau coup de foudre à Prague. J'étais en conférence là-bas. Et là-bas, il y avait de l'orage, par contre, quand on m'a invité, j'étais content. Voilà, donc alors la phénologie. On a une évolution du climat, donc on a forcément une évolution de la phénologie. Je rappelle que la phénologie, c'est les différents stades de développement de la plante, bourgeon fermé, bourgeon éclos, floraison, première feuille, etc., etc., etc. Donc on a une évolution des périodes de production, mais également avec cette évolution climatique, on peut avoir des superpositions de périodes de risque à des périodes climatiques de risque. Donc double risque, par exemple le gel qui se superpose à la floraison ou la maturation des grappes qui se superpose à la sécheresse. Donc des accentuations de risque ou alors des désaccentuations, je ne sais pas comment on pourrait dire, de risque. Donc on va voir ces accentuations de risque. En 1371, on a les premières dates de vendange à Beaune. Vous avez ici les dates de vendange entre le 18 septembre et le 8 octobre qui évoluent suivant les conditions cycliques naturelles de la Terre qui existaient avant. Voilà. Et ensuite, on a un gros décrochage qui correspond à l'ère du réchauffement climatique. Maintenant, certaines vendanges, on les fait fin août, alors qu'avant, certaines vendanges, on les faisait plutôt en octobre. C'était assez régulier de les faire en octobre. Donc on a gagné à peu près 20 jours sur les dates de vendange à Beaune. C'est une figure du rapport du GIEC. Mais il n'y a pas que la vigne qui est concernée
par ce phénomène. Par exemple, ici, vous avez la date du cerisier japonais, date très célèbre et surveillée par les moines à l'époque, depuis 812. Donc, il y a très, très, très longtemps. Vous avez les cycles classiques que je vous ai montrés avec quelques optimums de chaleur, de froid, en fait, en réalité. Voilà, donc, et après, on a un décrochage complet. Et cette figure-là, on peut l'observer sur toutes les séries phénologiques du monde. Ça correspond au changement climatique. Donc ça, c'est notre thermomètre. La vigne est votre thermomètre en réalité. Elle est témoin du changement climatique. Donc on a gagné à peu près 15 jours sur le cerisier japonais. Les dates de vendange entre 1900 et 2019 en France, donc pour toutes les villes ici, c'est la même chose à Cognac, même si je n'ai pas montré les données, c'est à peu près la même tendance. Donc on a bien une évolution. Et cela a été montré aussi à cépage constant, c'est pas forcément des évolutions de cépage ou de pratiques agricoles. Des évolutions de date de vendange, même constat sur tout l'hémisphère nord en réalité. Et là, c'est là où ça pose problématique, c'est que on se retrouve dans une période délicate où les dates de floraison, les dates de débourrement, pardon, sont très avancées dans le temps et les dates de gel sont toujours présentes. Donc, entre 1970 et 2000, on avait la date des dernières gelées qui pouvait s'étendre jusqu'au sein de glace et la date de débourrement qui commençait un peu plus tard. Alors, on avait toujours des risques de gel, bien sûr, hein, c'est pas le changement climatique qui a fait ces risques de gel sur l'agriculture. On avait une période de risque d'un mois. Maintenant, les dernières gelées sont un petit peu moins tardives, mais ceci dit, le débourrement est beaucoup plus précoce. Et donc, on se retrouve avec, au lieu d'avoir un mois de risque de gel, on a un mois et demi. Et surtout, une période de 10 jours en avril où on a encore de belles gelées possibles et un débourrement qui est possible aussi. Donc, une période de risque très importante. Et d'ailleurs, ces 3 dernières années, même en 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, enfin bref, on se retrouve toujours début avril avec des risques de gel. Ça a toujours existé avant, mais là, c'est la fréquence et l'intensité qui augmentent. Et d'ailleurs, les scientifiques du World Weather Attribution, à la suite de l'épisode catastrophique qui a fait la une du monde en 2021 en France, quand on touche au vin en France, en réalité, on touche au cœur de la plupart des personnes du monde, plus 60% de probabilité de vivre un avril 2021 à cause du changement climatique, d'ici 2050. Donc ça a été montré scientifiquement que c'est bien à cause du changement climatique qu'on a un débourrement précoce. C'est pas à cause du changement climatique qu'on a du gel. On a toujours eu du gel en avril. Donc, adaptation et atténuation, il faut savoir que toutes les solutions sont uniformes. Il n'existe pas de solution uniforme, c'est tout complémentaire en agriculture. Il n'y a pas de choses magiques, il y a toujours une diversité de solutions qu'il faut appliquer en même temps. Donc, au niveau des variétés, plutôt des cépages, donc logiquement, je dirais des cépages plus tardifs d'une semaine, mais il faut aussi qu'ils soient également résistants aux fortes chaleurs et aux sécheresses, mais ça dépend des cahiers des charges, des AOC et des régions françaises. Ensuite, on a éventuellement de nouvelles espèces qui peuvent être cultivées, pas forcément à Cognac, c'est plutôt dans d'autres régions, où dans d'autres régions, parfois, ils enlèvent de la vigne pour mettre de la pistache qui débourre 2 semaines plus tard. Ça peut être intéressant aussi. Le plus important, c'est pas forcément ces deux cases-là, mais le plus important, c'est vraiment les moyens de lutte. Suivant les types de gel, on peut avoir les bougies, les fils chauffants, les tours avant, l'aspersion, etc. Suivant le budget, suivant la disponibilité en eau, suivant les infrastructures, etc. On peut avoir ce matériel. C'est la meilleure façon en réalité de faire face au gel parce qu'on n'a pas de solution miracle pour le gel. Autre, la réserve climatique, je sais que ici vous l'avez mis en place, qui peut permettre de lisser un petit peu cette disponibilité du vin dans le temps. Et le dernier point, c'est sur lequel j'ai travaillé, le numérique. Un vigneron averti est un vigneron qui peut mieux protéger ses cultures. Donc il est important de développer, on a développé des outils sur les risques de feux de forêt. Pourquoi pas développer des risques d'indice de stress thermique pour les vaches, d'indice de stress thermique pour la floraison du blé, d'indice de stress thermique, de risque de gel et de perte de rendement pour la vigne. C'est-à-dire d'avoir un couplage entre les données météo et agro pour pouvoir déterminer les zones à risque. Donc là, c'est une carte grossière que j'ai faite à la main, mais on peut faire des trucs beaucoup plus fins avec les vallées, etc. Donc, voilà, donc un vigneron averti à plusieurs jours à l'avance, c'est un vigneron qui peut s'organiser et mieux prévoir quelle parcelle sera plus impactée suivant le type de gel. Ça peut être intéressant de prévenir et d'utiliser le numérique pour des fins intéressantes. Il n'y a pas que TikTok ou Instagram dans le numérique, il y a aussi des trucs intéressants. En réalité, le point le plus important pour la vigne, c'est pas forcément le rendement comme d'autres cultures, c'est plutôt la qualité organoleptique. Puisqu'en réalité, la qualité organoleptique évolue avec le changement climatique. Donc on a une évolution du climat.
une évolution de la phénologie, de la saisonnalité de développement, une évolution des conditions de remplissage des baies et voire même des cépages suivant les régions. Et donc, on a forcément une évolution des qualités organoleptiques qui est déjà constatée depuis 40 ans. Cette évolution des qualités organoleptiques est notamment due à l'évolution des conditions pendant le remplissage du grain des baies. Pardon. J'ai tellement l'habitude de parler du maïs et du blé. Les conditions se font dans des conditions plus ensoleillées, plus sèches et plus chaudes. Et donc, on observe par exemple ici dans le Languedoc, mais c'est à peu près la même chose du côté de Cognac, un degré potentiel de la récolte qui augmente, un pH qui augmente et une acidité totale qui diminue. Et que cela peut avoir des conséquences très importantes, notamment l'acidité peut avoir des conséquences sur vos activités à Cognac. Donc on observe cette figure-là, on l'observe partout en France. J'ai pris l'exemple du Languedoc parce que c'était depuis 1984, c'était la série la plus longue que j'avais sous la main. Donc une évolution organoleptique qui évolue à cause des conditions climatiques qui évoluent. Donc ici à Cognac, depuis 1980, vous avez l'évolution du degré potentiel depuis 1979, pardon. Donc on a bien une augmentation du degré, exactement comme dans la plupart des vignobles français. Donc la modification du taux de sucre et de l'acidité rend plus complexe l'élaboration du cognac, notamment dans les cahiers de charges. Et le risque avec le changement climatique, c'est pas forcément le rendement, mais c'est le risque de produire des vins qui ne sont plus représentatifs de leur terroir. Le terroir, c'est climat, sol, homme. Et donc, on peut avoir des problématiques à ce niveau-là. Donc là, au niveau des adaptations et animations, c'est un petit peu plus fourni, notamment au niveau administratif. Donc peut-être penser à l'adaptation certainement des cahiers de charges, cépages autorisés, réserve climatique. La réserve climatique, c'est fait, les gammes d'alcool. On peut imaginer voilà, des évolutions au fil du temps, comment ça évolue d'ici 2050. Ensuite, très important aussi, réfléchir au microclimat intraparcellaire. Là, c'est par exemple les haies, les arbres dans les parcelles, les rangées d'arbres aussi à la place de certaines rangées de vignes. Vous allez me dire, ça fait diminuer un peu le rendement. Mais ceci dit, à l'époque, il y a 20 ans, le soleil était un précieux allié pour le sucre. Maintenant, le soleil devient un précieux ennemi, on va dire, en juillet-août, qui peut poser des problématiques. Donc c'est très important de réfléchir au microclimat intraparcellaire. Il n'y a pas de solution adaptable à toutes les parcelles, c'est bien sûr suivant les orientations, etc. etc. Donc les coteaux, l'exposition, l'orientation des rangs, c'est vraiment au cas par cas. Alors le numérique par rapport à l'irrigation, a priori ici, c'est pas forcément le cas, mais on peut réfléchir à d'autres solutions par rapport au numérique qui peuvent nous apporter. Les nouvelles espèces, ça concerne surtout le sud de la France, pistache, olive, figue, notamment si vous voulez mettre des rangées d'arbres dans les parcelles, ne plantez pas des arbres que vous avez actuellement dans la région, réfléchissez à des arbres qu'on aura dans 20 ans ou 30 ans, et notamment des arbres qui peuvent être intéressants pour avoir un revenu complémentaire. Notamment l'olivier, notamment la figue, d'ici 10-20 ans, ça pourrait être intéressant de réfléchir à des revenus complémentaires par rapport à ça. De coupler à la fois le microclimat, mais également de la production parallèle. L'agronomie, l'agriculture de conservation des sols, je sais que c'est souvent controversé dans les couverts végétaux dans la vigne. Je ne sais pas si à Cognac, c'est également le cas. Et il y a surtout la génétique que je fais en dernier, alors que j'aurais dû faire en premier. On peut trouver des variétés qui sont moins riches en sucre avec une acidité restant intéressante tout de même. Là, c'est des recherches et développements qu'il faut entreprendre et je crois qu'ils sont déjà entrepris sur le territoire. N'oublions pas d'explorer également la génétique du porte-greffe et l'exploration d'autres cépages parce qu'ici, vous avez beaucoup l'uni blanc, mais vous avez des autorisations sur d'autres cépages, des croisements qui peuvent être aussi intéressants. Le Mont Badon, il me semble qu'il y a des choses intéressantes à voir. Voilà, donc n'oubliez pas la diversité génétique que peut nous offrir la génétique. Alors maintenant, je vais passer à l'évolution des biogéographies. Donc, biogéographie, c'est le terme scientifique pour l'aire de répartition des espèces. Donc on a un climat qui évolue, donc forcément la zone de répartition des espèces et des cépages évolue, et forcément ça va impacter aussi la qualité organoleptique, la phénologie, comme on l'a vu. Là, vous avez par exemple le chêne vert méditerranéen. En rouge, c'est sa zone de confort.
Et quand on est en bleu, c'est que c'est possible sur les ronds-points ou dans les jardins, mais que c'est pas forcément la zone de confort. Donc Cognac va passer dans une zone de confort de plus en plus confortable, hein, pour le chêne vert méditerranéen, parce que le climat méditerranéen remonte. C'est juste un exemple pour vous montrer l'évolution des biogéographies du sud-ouest au nord-est. Au contraire, il y a certains arbres comme le hêtre et le chêne pédonculé et le chêne Cécile, il me semble, qui vont, donc les chênes qui vous servent pour les fûts, donc qui vont être relégués vers le nord-est, qui disparaissent progressivement, parce que la biogéographie remonte par le sud, mais aussi s'étend par le nord. Tout ça pour vous dire qu'au final, la vigne aussi a sa biogéographie qui évolue. Donc vous avez ici en rouge la zone biogéographique de la vigne actuelle, et en bleu celle d'ici 2050. Ils ont juste oublié d'enlever les monts du Cantal. Ça m'étonnerait qu'on fasse de la vigne sur les volcans d'Auvergne, enfin à part si vraiment il y a un gros problème. J'espère ne plus être là d'ici là. Donc ici vous avez en bleu le futur gain, on va dire, de zones. Donc il y a des zones intéressantes à explorer aussi en Normandie, en Bretagne, au sud de l'Angleterre, en Belgique, etc. D'ailleurs, il y a déjà pas mal d'entrepreneurs qui commencent déjà à acheter des terres viticoles sur ces zones-là. Pour représenter ces évolutions de biogéographie et ces évolutions de zones potentielles de cépages, on a l'indice Winkler, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais Winkler, j'ai pris Acaso parce que je l'avais dans la chambre d'agriculture locale. C'est pas très loin, mais c'est exactement la même conclusion pour Cognac. Donc l'indice Winkler, c'est la somme des températures de base 10 du 1er avril au 31 octobre. En gros, c'est le cumul de douceur et de chaleur. Vous voyez bien que le cumul de douceur et de chaleur, forcément, il augmente vu qu'il fait plus chaud. Et donc, ça définit des aires de répartition de cépages. Ici, des cépages de catégorie 1, 2, 3, 4. Donc avant, on était dans des cépages du côté de Cazaux à peu près 1300 degrés jour, des cépages 1 ou 2. Et maintenant, on est plutôt 1600, 1700. Donc ça donne des opportunités sur d'autres cépages plutôt de catégorie 2 ou 3. Donc voilà, ça dépend des cahiers de charges, mais il faut réfléchir aussi à ces futurs cépages qui sont plus adaptés à des températures plus élevées. Et pour parler aussi de l'action agricole picarde, donc du groupe Réussir, par exemple, cette année, grâce, entre guillemets grâce, hein, je dis pas ça au blé et au maïs, les pauvres ils ont eu des pertes de rendement, mais grâce à l'année 2022, les Hauts-de-France ont leur première cuvée, enfin le retour du vin dans les Hauts-de-France, avec Terre Novéo. Et donc l'objectif c'est d'atteindre 200 hectares d'ici 2025. C'est demain quoi. Voilà, donc un décalage vers le nord des biogéographies. Je pense que j'ai encore un peu de temps pour vous parler du goût fumé. Alors vous allez me dire c'est quoi ça le goût fumé? En fait, quand je suis allé à Bordeaux il n'y a pas très longtemps, on m'a dit qu'ils avaient des problématiques à cause du dépôt des cendres sur les baies juste avant les vendanges. Et donc au final ils avaient un goût qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir sur le terroir. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, s'ils ont enlevé les parcelles les plus concernées ou s'ils les ont quand même gardées. Donc vous avez ici la répartition des feux de forêt en surface brûlée depuis 1980. Forte baisse grâce à une mise en place d'un système de prévention de lutte, c'est pas le climat là, mais on a de nouveau une petite hausse parce que le système de prévention qui a été mis en place dans les années 90 n'est pas adapté à un climat futur. Donc on se retrouve notamment avec des feux un peu plus au nord de la région méditerranéenne. Et vous vous rappelez, l'an dernier, c'était surtout dans les Landes. Et donc au final, si je regarde l'indice des feux de forêt, de l'inflammabilité de la forêt entre 1950 et 2100, voilà, avec les 3 cartes, en fait, du côté de chez moi, au Pic Saint-Loup, on a à peu près 20 de cet indice-là qu'on retrouve du côté de Cognac d'ici 2050-2100. Donc l'indice d'inflammabilité des champs et des forêts sera quand même assez élevé. Donc on a un risque de temps en temps, c'est pas un risque tous les ans, d'avoir des dépôts de cendres sur les baies. Je me suis dit, c'était intéressant de regarder ça aussi, mais c'est aussi intéressant pour vos forêts, notamment pour les fûts, qui sont de plus en plus exposés aux feux de forêt dans le Limousin, du côté de la Normandie, ou même la forêt à côté d'Angoulême. Et je terminerai par les rendements de la vigne pour la fin. Vous m'excuserez pour la qualité de la figure, mais l'INRA a du mal avec les PDF et les PowerPoint quand ils mettent des figures. Donc j'ai récupéré cette figure-là du modèle Styx de l'INRA. C'est le livre vert du projet Climator, un projet d'étude du changement climatique sur la France. Alors là, c'est Avignon, Bordeaux, Toulouse, Dijon.
j'ai pas Cognac, mais c'est à peu près les mêmes tendances ce sera entre Bordeaux et Avignon. Donc le rendement, moi quand je montre les rendements du maïs par exemple, on passe de 100, on diminue tout le long du siècle. En réalité, la problématique sur la vigne, c'est pas forcément une problématique rendement, même si je considère que ces résultats sont à prendre avec précaution. Quand je vois du plus de 100% à Dijon, je me pose des questions au niveau de la viabilité de ces rendements, hein. Donc c'est pas une problématique qu'on peut avoir comme sur d'autres cultures de rendement. Pour moi, la vigne, c'est plus une problématique organoleptique, donc plus une problématique de goût qu'il faut garder sur un terroir, plus qu'une problématique de rendement, puisque la vigne reste quand même assez résistante, on va dire, aux conditions extrêmes de changement climatique, comme on a pu le voir en 2022 par rapport à toutes les autres cultures. Alors, je termine sur cette diapositive d'un orage que j'ai pris le 4 août 2020 à Cannes, avec les îles Lérins ici qu'on voit. Ici, c'est la mer Méditerranée, avec un orage monocellulaire, donc c'est un orage isolé seul. Là, il y a l'apport d'air chaud dans l'orage, le rideau de pluie ici avec l'apport la redescente de l'air froid, un éclair extra-nuageux, quelques étoiles, quelques planètes, le tout éclairé par la Lune dans ce sens-là, c'est pour ça qu'il est bien net. Et cette photo-là a été élue plus belle photo météorologique par des instituts spécialisés, plus belle météorologique du monde en 2021. Donc elle est française, j'en suis très content. Et le Zicisienne, c'est pas la fin de la viticulture à Cognac, bien loin de là, c'est juste la fin du diapo. Merci à tous. Waouh, j'ai 45 minutes presque pile. C'est bien. Alors on a un temps pour les questions. N'hésitez pas à me poser les questions que vous voulez. Et n'hésitez pas aussi à me faire remonter des inexactitudes de mon discours, parce que je ne suis pas producteur. Je considère qu'ici, les experts, c'est vous, beaucoup plus que moi. Moi, j'essaye juste de faire le lien entre le climat et la viticulture. Et donc, parfois, je peux dire des bêtises. Cela m'arrive. Donc, ça me ferait plaisir que vous me le dites pour que je puisse m'améliorer pour les futures présentations. Bonjour. J'ai été impressionné par ce que vous avez dit sur les arbres qui vont servir à faire nos fûts à l'avenir. L'ONF plante des chênes au centre de la France pour pouvoir en faire des fûts dans 100 ans. Ils se sont trompés et l'arbre va brûler avant d'en faire un fût? Alors, il va pas forcément brûler, mais il va certainement mourir avant que vous puissiez en faire un. Désolé si je suis très négatif, mais en fait, la problématique des forêts, c'est qu'on a un stress hydrique, un stress thermique qui s'installe d'année en année, mais qui se voit pas forcément. Il se voit à partir du moment où c'est déjà trop tard, c'est-à-dire qu'une maladie, du fait que l'arbre est devenu très faible, arrive sur cette forêt-là, où il y a que des arbres qui sont stressés par le climat, et donc elle ravage cette forêt-là, et on a de plus en plus de mortalité d'arbres, notamment dans les Vosges, à Fontainebleau aussi. Donc c'est une très mauvaise idée de planter des chênes. On pourra peut-être les exploiter en 2050-2060, mais après, ça va devenir assez problématique, oui. Il faudrait plutôt planter ces chênes-là plutôt vers la Belgique, le sud de l'Angleterre, le nord de l'Allemagne. Ah oui, ça peut poser des questions, tout ça. Comment faire? C'est pas en France. Peut-être que les frontières françaises évolueront d'ici là ou que l'Europe sera un seul pays, je sais pas. Mais oui, c'est des problématiques qu'il faut prendre en compte parce qu'il n'y a pas que le territoire de Cognac. On a une zone de, entre guillemets, chalandise à Cognac qui va récupérer ces chênes. Et il faut y penser aussi. Et alors, je sais que l'ONF, très récemment, il commence à de plus en plus appliquer cette volonté d'adapter à 2050 plutôt les espèces qu'ils vont planter. Donc le chêne, si on l'a du côté du centre de la France, il va certainement commencer à pousser, mais ça va devenir de plus en plus problématique. Après aussi avoir la qualité du bois, parce que s'il arrive à pousser, je sais que vous avez une qualité particulière. On m'a beaucoup parlé de grains gros, de grains. Je ne sais pas si c'est le cas, vous pouvez me reprendre, mais voilà, de voir la qualité. Est-ce qu'un arbre qui a souffert toute sa croissance et puis qui est fini par une maladie, quelle qualité ça donne? Et il faut aussi penser à la même chose quand vous rajoutez des haies autour des pages. Je sais qu'il y a beaucoup de volonté de remettre des haies sur le territoire. Il y a également des essais sur des parcelles avec des rangs d'oliviers ou d'autres arbres.
ne plantez pas les espèces que vous avez actuellement dans la région. Alors vous allez me dire, on va pas faire du local, mais plantez plutôt les espèces que vous avez. Là, pour les haies actuelles, plantez les espèces que vous avez du côté de Toulouse. Et à partir de dans 20 ans, vous planterez plutôt les espèces que vous avez du côté de Carcassonne. Voilà, descendez progressivement. Ça va paraître exotique, mais en fait, si vous voulez être en avance, parce que vous avez un temps long, vous, en viticulture, il va falloir réfléchir à ça en amont. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des experts de l'ONF dans la salle qui peuvent. N'hésitez pas à me contredire, mais en tout cas, quand on regarde les zones de biogéographie du hêtre, ça paraît assez clair. Oui, ça va vite, oui. Surtout pour des maisons qui ont été fondées il y a 4 siècles. Quand on voit 8 générations et d'un coup, en une génération, il y a tout qui change, on voit bien la. Je pense que vous pouvez comprendre la vitesse et l'angoisse des climatologues à ce niveau-là. Bonjour et merci pour votre exposé, c'était très intéressant. J'ai 2 questions. Ah, là-bas, ok. Au niveau de la Charente, du fleuve, à quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'on peut s'attendre à une montée du niveau en hiver et donc des zones inondables bien plus élevées? Je dis ça parce que j'ai une distillerie en bord de Charente en fait. On a beaucoup de bouilleurs de cru partenaires qui sont aussi sur la vallée de la Charente. Et j'ai une seconde question, alors peut-être que c'est trop ou pas assez intéressant. J'avais appris qu'il y avait eu un petit optimum médiéval, donc une période de réchauffement climatique pendant le Moyen-Âge. Qu'est-ce que c'est la différence avec la période de hausse actuelle? Est-ce que c'est comparable? C'est pas comparable? Voilà. C'est marrant, j'étais en train de répondre sur ça sur Twitter tout à l'heure. Alors, pour la Charente, on a différents types de crues, on va dire. On va avoir l'hiver. L'hiver où on aura une potentiel de précipitation beaucoup plus important ponctuellement, parce qu'on a des rivières atmosphériques remontant des tropiques qui arrivent avec de l'air chargé d'humidité et ça peut apporter plus de pluie sur une période de 1 ou 2 semaines, parce qu'on a une accentuation du cycle de l'eau dans les deux sens. Donc d'un coup, on a plein d'eau, après on a plus d'eau pendant plusieurs semaines, puis de nouveau de retour de beaucoup de pluie, une accentuation du cycle. Donc en fait, les fleuves, ils vont beaucoup varier. En hiver, on a des risques de crues plus importants avec le changement climatique, puisque cette quantité d'eau précipitable dans l'atmosphère augmente avec les rivières atmosphériques. Et donc, on a des crues plus lentes, mais qui peuvent monter progressivement, plus visibles, on va dire, plus anticipables en hiver. En été, on a des orages qui sont plus violents. Donc là, c'est plus des crues éclairs. La Charente, je ne sais pas si elle est trop concernée par les crues éclairs, mais en tout cas, dans les zones urbaines, ça peut poser problématique au niveau du ruissellement urbain. Donc, vous pouvez avoir des inondations dans une cave sans même que le fleuve ait monté. C'est juste un ruissellement urbain. Donc on a une augmentation des risques en hiver. En été, par contre, là, ça devient plus problématique. Donc ça, c'est de l'hydrogéologie. C'est pas totalement mon domaine, mais je me suis quand même un minimum renseigné. Donc n'hésitez pas à vérifier ce que je viens de dire, notamment sur le site du DRIASO, DRIASO. Il y a des cartographies d'évolution de l'étiage et des eaux de eau sur le site. Mais bon, je les ai regardés en réalité, je vois à peu près ce que j'ai dit, mais n'hésitez pas à regarder en détail pour la Charente parce que j'ai pas zoomé dessus. L'optimum médiéval, c'était un optimum européen. Quand on regarde mondialement parlant, l'optimum médiéval n'était pas visible, donc c'est certainement une modification climatique due soit à des courants océaniques, soit à des placements dans des cyclones et dépressions cycliques au niveau de l'Europe, et qui a fait qu'on a eu des températures plus chaudes qu'à l'accoutumée. Le changement climatique, il est mondial. C'est pas du tout pareil. C'est vraiment un échauffement mondial de la Terre. L'optimum médiéval, on ne le retrouve pas dans d'autres, en Afrique, en Australie. On ne retrouve pas ça dans les sédiments ou alors dans les carottes de glace. C'est très particulier à l'Europe. Pourtant, vous allez me dire, en France, je parlais de biogéographie, il y avait de la vigne partout avant. Parce qu'avant, le vin, on le buvait un peu comme de l'eau, parfois à la cantine. Maintenant, ça paraît juste incroyable de se dire qu'à la cantine de l'école, on pouvait avoir du vin. Après, on est passé progressivement au lait. Puis après, on a eu les lois de l'obésité, on est passé à l'eau. Bientôt, on va passer à l'air, je pense. Ça va être plus simple. Mais ceci dit, maintenant, ça paraît assez incroyable de se dire que nos enfants pouvaient boire du vin à la cantine. Ça a changé. Hein.
heureusement, on va dire pour des raisons de santé. Mais c'est qu'avant, en fait, le vin qu'on faisait en France, on pouvait se le permettre de le faire partout parce qu'on n'avait pas un objectif de qualité. Donc on pouvait le cultiver dans des zones biogéographiques qui n'étaient pas forcément optimales, mais on pouvait récolter quelque chose pour faire du vin pas forcément de qualité. Après, on s'est concentré dans les zones optimales. Ça se voit en Alsace, par exemple, le microclimat. En Champagne aussi, il y a un microclimat toujours orienté, au contraire des vents dominants par effet de feu, on appelle ça, qui font que les plus bien exposés au soleil, plus doux que de l'autre côté de la montagne. Et au final, on s'est concentré vraiment sur les terroirs de qualité. Avant, on pouvait faire de la vigne partout. On peut planter de la vigne en Écosse si on veut, hein. Là, elle va pousser, de temps en temps, elle va donner quelques grappes, mais au niveau de la qualité du vin, au final, ce ne sera pas très intéressant. Voilà pour l'optimum médiéval, voilà pour la Charente. Et n'hésitez pas à regarder sur le site de Drias-Eau pour la Charente. Oui, bonjour. J'aurais déjà voulu vous remercier parce que vous êtes un vrai passeur de complexité, comme certains disent, et vous faites appel à notre intelligence, ce qui est plutôt très agréable, pour reprendre ce que vous disiez sur BFM TV. Ma question, elle est, je ne sais pas si on peut oser aller jusque-là, quelle relation vous faites entre l'urbanisme et toutes ces questions que vous avez posées? On est aujourd'hui dans beaucoup de territoires, des gens qui réfléchissent sur les schémas de cohérence territoriale, sur les PLUI et ce genre de choses. Et j'avoue que très personnellement, j'ai une grande interrogation sur la manière dont sont pris en compte tous les phénomènes qu'on découvre pour certains dans ces documents d'urbanisme et dans ces réflexions sur comment on va pouvoir vivre le territoire sur les 20 ans qui viennent. Alors là, ça sort un peu de mon domaine de compétences, mais j'ai quand même quelques éléments de réponse qu'il faudra quand même vérifier. Alors, sur l'urbanisme, ce qui est intéressant, c'est que parfois, ça m'arrive, je suis invité dans des conférences en ville par des urbanistes parce qu'ils veulent juste que je dise comment pousse un arbre. Alors je leur dis, vous êtes vraiment sérieux, vous m'invitez juste pour vous expliquer comment on pousse un arbre? Oui, parce qu'en fait pour eux, l'arbre c'est un mobilier comme un banc et une lampe. Ils peuvent mettre ça dans des bacs en plein soleil, ils meurent. Ils savent même pas qu'il faut de l'eau hein, pour un arbre, ils se disent il va chercher l'eau en profondeur, tout va bien. Ils savent même pas qu'un arbre, si tu plantes un arbre d'ornement qui est très beau en région méditerranéenne, il va crever de chaud parce que c'est pas sa zone de confort thermique. Donc il y a plein de réflexions comme ça qui montrent bien qu'en fait on a un décalage entre la campagne et la ville. Et pour des raisons d'urbanisme, on se retrouve avec donc des végétaux qui sont pas présents forcément. Donc on a un échauffement des villes, l'effet urbain, également un étalement des villes sur les terres agricoles, donc moins de stockage du carbone, moins de biodiversité, mais également ça augmente le réchauffement urbain, ça augmente les problèmes d'inondation par ruissellement. Mais au niveau des campagnes, on a d'autres problématiques, c'est qu'on n'a plus forcément les mêmes trames de transport des animaux, trame vert, trame bleue, qu'on avait avant. Et donc on se retrouve en fait, on a voulu simplifier nos travaux de ville et nos travaux de campagne, simplifier les paysages, aller vers l'objectif rendement, aller vers l'objectif de plus en plus qualité maintenant. On a simplifié un peu tout ça et on se remarque en simplifiant les choses, en fait, on a rendu les choses beaucoup plus bancales. Donc maintenant, on essaie de rapporter de la complexité paysagère, de la complexité en agriculture, de la complexité dans les villes, parce que le monde agricole, on a compris que c'était pas juste une simplification, un rendement et puis c'était réglé. C'est des phénomènes beaucoup plus complexes. Donc l'urbanisme, il y a eu une période de trou, on va dire, sur le territoire, mais ça revient progressivement. Il faut remettre les contacts entre les géographes, l'agriculture, les agriculteurs, la ville. Enfin, il va y avoir une cohérence et surtout une cohérence aussi économique entre le lieu de production et le lieu de consommation. Une cohérence presque spirituelle, on va dire aussi, parce qu'on se retrouve de plus en plus avec un lieu de consommation et un lieu de production et un lieu de consommation qui est différencié spatialement et temporairement, avec des camions qui font les allers-retours entre les deux, c'est-à-dire que les personnes qui habitent en ville se retrouvent à consommer des choses qui ont été produites en campagne, mais qu'ils ne savent plus parce que dans leur génération passée, on n'a plus les agriculteurs qu'on avait avant, donc ils ne savent plus comment c'est produit. La façon de se renseigner, c'est sur TikTok ou BFM TV, avec des inactions, voire même des manipulations. Et donc on se retrouve avec des peurs de l'irrigation, des peurs des produits phytosanitaires, des peurs de tout.
parce qu'on ne sait pas comment ça a été produit. Si on pouvait juste remettre aussi dans l'urbanisme un lien entre la ville et la campagne, qui serait les jardins partagés en ville, alors bien sûr ça ne va pas résoudre le problème de la famine dans le monde, ça va juste montrer comment produire, qu'il faut de l'eau, c'est complexe. Donc de remettre ça, de remettre du lien entre la ville et la campagne économique sur les échanges aussi territoriaux et locaux, je pense que pour moi c'est encore plus intéressant l'aspect presque urbanisme spirituel que physique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, parce que je pense qu'elle était assez large, mais je vous écoute. Oui, moi j'avais une question par rapport aux températures. Vous avez montré des graphiques où on avait 2 scénarios, si je ne me trompe pas, où les températures stagnaient et un où elles continuaient à croître de manière infinie. Je voulais savoir quels sont les mécanismes qui font qu'on s'oriente plutôt vers l'une ou vers l'autre, parce que ça me paraît plus souhaitable d'avoir une pause dans 30 ans que de continuer comme ça une course. Est-ce que c'est uniquement les taux de CO2 ? Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui permettent d'avoir ce plateau et comment on peut s'orienter vers cet avenir-là ? Alors là, ça va être assez simple comme réponse, et je pense qu'il ne faut pas m'orienter sur ce sujet, parce que ça va m'énerver en fait. Mais en fait, la différence entre ces courbes-là est politique. C'est-à-dire que si nos politiques réagissent en amont, on pourrait aller vers... Bon, le vert c'est fini. On pourrait aller vers le orange. Là, c'est uniquement des courbes politiques. C'est des réponses politiques au changement climatique. C'est juste des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Alors, il y a l'inertie, bien sûr, climatique, ici qu'on retrouve. Ça va pas du jour au lendemain que ça va... Mais la différenciation, après, est uniquement politique. Il n'y a aucun phénomène physique ou je sais pas quoi, à part des ruptures de... Comment on appelle ça je m'en rappelle plus du terme. En gros, si par exemple, on a une modification complète des réseaux de courants atmosphériques ou océaniques, ça c'est une rupture beaucoup plus durable qui pourrait arriver dans le cas du scénario rouge. Mais vraiment, la différence qu'on observe ici, c'est vraiment politique. Donc là, ma seule conclusion, c'est j'espère qu'ils vont réagir. Et je ne vais pas aller plus loin parce que c'est sensible comme sujet. Et voilà. Oui, moi je vous remercie aussi. Question sur les cyclones. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Est-ce que vous allez devenir chasseur de cyclones également ? Ah avec plaisir. La problématique, c'est que Cognac est pas très loin de la zone d'impact, mais écoutez, si jamais je deviens chasseur de cyclones, je vous dirai en amont pour les toits, etc. Alors les cyclones, effectivement, on a la mer qui s'échauffe. Donc des cyclones et aussi l'air qui s'échauffe, donc plus d'eau. Donc des cyclones qui sont plus pluvieux, mais en termes de quantité, donc de fréquence, on n'a pas forcément en nombre total sur l'année plus de cyclones qui est attendu. À savoir que l'indice de confiance est faible dans le rapport du GIEC, on ne sait peut-être pas encore trop bien les modéliser, mais en tout cas dans les tendances des dernières années, on n'a pas plus de cyclones. Par contre, on pourrait avoir un petit peu plus de cyclones intenses, mais le même nombre dans l'année, mais la proportion de cyclones intenses pourrait devenir de plus en plus importante, et surtout la pluie qui pourrait être importante, l'augmentation du niveau de la mer, parce qu'il faut savoir que le cyclone, il ramène la mer avec lui, qui pourrait être aussi plus dévastatrice. Et au niveau des côtes européennes, c'est marrant parce que j'ai l'impression que les chasseurs d'orage, ils ont l'impression qu'il y aura des cyclones en Europe, mais je pense que c'est plus une volonté personnelle qu'une volonté scientifique. Et en réalité, les scientifiques, ils sont pas totalement d'accord pour les côtes européennes. On aura certainement, comme on a eu ces dernières années, des restes de cyclones, ou alors peut-être des cyclones de catégorie 1, mais alors d'avoir du catégorie 5 comme Katrina ou d'autres cyclones, le jour où ça se passera, j'espère que je serai plus là parce que les conséquences sur d'autres aspects physiques de la Terre sont très importants. On a déjà eu vraiment un cyclone qui, à 50 km près, a failli impacter l'Espagne en catégorie 1, donc ça aurait été le premier cyclone. Mais il est malheureusement, enfin pour nous, malheureusement mort, mais heureusement pour les Espagnols. Il est passé en tempête tropicale juste avant son impact. Mais ceci dit, une tempête tropicale, c'est quand même assez particulier. Voilà. Par contre, en Méditerranée, on a ce qu'on appelle, et d'ailleurs il y en a un actuellement qui se forme entre la Corse et l'Italie. Vous taperez Médicane sur les réseaux sociaux, vous verrez, il y a un Médicane, il y a plusieurs Médicanes, il y a même de plus en plus de Médicanes qu'on observe en Méditerranée. Les Médicanes, c'est une espèce de transition tropicale, parce que la mer peut être chaude, une espèce de transition tropicale, pour faire simple, entre le tempéré et le tropical.
Donc on a un intermédiaire, le médical de plus petite taille, beaucoup moins intense. Mais ceci dit, on a quand même eu des vents extrêmement forts qui pouvaient monter à 180 km/h, ce qui est la tempête de 99, hein, c'est juste ça, sur certaines côtes. Et on s'attend, c'est encore compliqué à modéliser, mais il se pourrait qu'il y en aurait quelques-uns qui traîneraient à voir d'ici 30 ans. Voilà. Mais encore, c'est des indices de confiance qui sont faibles. C'est par rapport à la complexité de modéliser dans le changement climatique ce type d'événement. Oui, donc un petit complément par rapport à la problématique forêt et à nos chênes. Effectivement, aujourd'hui, on a une problématique avec le chêne sessile, pédonculé et rouvre, mais il existe d'autres espèces de chênes qui sont mieux adaptées et qui pourront sûrement résister plus longtemps. La problématique, seront-ils adaptés pour stocker nos cognacs? Ça, on ne sait pas. Voilà. C'est une information. Après, j'ai deux questions. Effectivement, donc vous nous montrez que à terme, on risque alors d'avoir des problématiques de répartition d'eau dans l'année, mais que globalement, dans notre région, on devrait avoir à peu près la même pluviométrie annuelle. Je sais la question que vous allez me poser. Voilà. Oui, je m'en doute. Donc la première question, c'est on a la chance d'être dans une région quand même où la pluviométrie est généreuse par rapport à beaucoup d'autres régions de France. Donc la première question, c'est quelle stratégie de gestion de l'eau permettant à nos cultures, la vigne n'est pas une culture gourmande en eau, mais il lui en faut un peu, et vous nous avez montré qu'à terme, elle allait en manquer. Donc quelle stratégie de gestion de l'eau à l'avenir sociétalement acceptable? C'est la première question. La deuxième question, vous n'en avez pas parlé, mais on l'a vu dans certaines de vos cartes. Notre vignoble, il bénéficie de quelque chose de très important. Il bénéficie des influences du Gulf Stream. Donc les glaciers fondent, les mouvements de température d'eau changent, les océans montent en température. Quel scénario peut-on imaginer, soit d'écartement des côtes du Gulf Stream, soit d'approfondissement, donc de descente du Gulf Stream dans la mer, et quelle incidence pour le vignoble de Cognac? Alors pour le Gulf Stream, il n'y a pas de consensus scientifique encore entre l'arrêt du Gulf Stream. Pour le Gulf Stream, c'est un courant chaud marin qui nous apporte la douceur des tropiques. En fait, c'est grâce à ça qu'on peut faire de la vigne chez nous. C'est grâce à ça qu'on a une agriculture développée. Sinon, on aurait moins 30 degrés comme à Montréal. C'est pas forcément souhaitable. Sur le Gulf Stream, son arrêt pourrait provoquer un refroidissement local le refroidissement local de l'Europe dans un réchauffement planétaire. Et il y a des études qui ont montré un ralentissement, d'autres qui ne montrent pas de ralentissement. Donc pour l'instant, on n'a pas de consensus scientifique. Donc il y a deux options. Soit il ne s'arrête pas, et donc le climat continue à se réchauffer. C'est l'option majoritaire de la plupart des modèles climatiques, et celle du GIEC aussi. Soit il s'arrête, mais c'est progressif, c'est pas du jour au lendemain, heureusement. Là, on perd 20 degrés, pour être franc. On perd 20 degrés en hiver et on en gagne certainement en été. Donc on a un climat qui devient beaucoup plus extrême. Donc autant vous dire que la problématique gel d'hiver pourrait être importante. Voilà, mais on n'en est pas encore là et il n'y a pas de consensus scientifique à ce sujet. Ça reste une question complexe, vraiment, parce que les études du Gulf Stream sont assez récentes, parce que l'ère satellitaire, les données météorologiques, les données... On n'avait pas ça il y a 100 ans, comme les thermomètres sur la plupart du monde dans les terres, on les avait il y a 100 ans, donc on voit bien les évolutions. Sur le Gulf Stream, ça reste plus complexe. Et sur les réserves de substitution, ou méga-bassines, ou bassines, ou retenues collinaires, je dis tout, comme ça tout le monde est d'accord. Alors là, pour la vigne, je dirais du côté de la Méditerranée, il faut penser à l'irrigation, parce que quand on voit les stress thermiques dans les Pyrénées-Orientales qui ont provoqué des morts de cèpes de vigne, alors peut-être 3%, 4%, mais on est en 2023, imaginez peut-être en 2050. Et sachant que la vigne est la plus résistante aux canicules et aux sécheresses. Donc on peut se poser la question de la légitimité de l'irrigation par rapport à garder une gamme organoleptique intéressante aussi. C'est de la maîtrise, c'est pas pour de la surproduction, c'est pour maîtriser un arôme et pour maîtriser une survie parfois, notamment dans le sud de la France. Donc ça peut être intéressant à Cognac de réfléchir, pas maintenant, mais plutôt dans quelques dizaines d'années, à de l'irrigation sur la maîtrise du goût. Pour les autres cultures, c'est différent.
pour du maïs, du blé, on n'est pas sur les mêmes résistances, notamment le maïs qui n'a pas les racines aussi profondes que la vigne, parce qu'on le plante au printemps, donc s'il y a une sécheresse, il n'a pas de racines. Donc l'irrigation est quand même beaucoup plus utile et nécessaire. Cependant, quand on dit qu'il faut redistribuer les excès de l'hiver à l'été, il ne faut juste pas oublier ça. Je note que l'indice de confiance des pluies hivernales pour l'instant est faible. Donc, je mets des interrogations dessus encore. Je ne peux pas utiliser cet argument en tant que scientifique en disant redistribuons l'hiver tant qu'on n'est pas sûr de l'augmentation des pluies hivernales. Mais il va être extrêmement important de développer l'irrigation en France. On est vraiment très en retard par rapport aux autres pays européens, notamment ceux du sud de l'Europe, quand on voit que le climat remonte vers chez nous. Cependant, ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Quand on a des réserves de substitution qui se construisent dans les plaines, donc ce qu'on appelle méga-bassines, ça dépend des orientations politiques, il faut que absolument en parallèle, on a une évolution de l'agriculture elle-même. Si c'est pour faire des rotations de maïs sur maïs jusqu'en 2050, je vois pas trop l'intérêt. Ça s'appelle une fuite à l'avant. Je fais perdurer un système agricole à bout de souffle climatiquement parlant en le perfusant par l'eau. C'est une maladaptation. Par contre, pour faire décupler l'effet de la bassine, il faut faire évoluer l'agriculture en parallèle. Donc l'agriculture de conservation des sols, les couverts végétaux, pas ou peu de labour, remettre de la vie dans le sol pour qu'il stocke plus d'eau, ça stocke aussi du carbone. Également des évolutions variétales, bon ça c'est déjà le cas, des évolutions des espèces. Si le maïs, au bout d'un moment, on voit que le rendement diminue, il ne faut pas se forcer à faire que ça, peut-être penser à d'autres cultures. Le tournesol, il répond au CO2, donc c'est intéressant. Des racines plus profondes, et il y a encore une marge génétique d'évolution importante, donc on a des rendements qui pourraient être intéressants. Le colza, bon c'est pas la même période de culture, il y a le sorgho aussi, plus dans le sud de la France sur les terres les moins profondes, plus progressivement un petit peu plus dans la région, d'ici 2050. Pas oublier les évolutions de filières, donc il faut les construire ces filières, ça met 15 ans, ça c'est le rôle de l'État et je suis déjà assez critique là-dessus. Il y a des évolutions numériques, des évolutions du matériel au goutte à goutte, du matériel de les buses pour l'eau. Enfin, bref, il y a plein de choses à faire en parallèle. Il ne faut pas que la réserve en eau devienne la seule solution, sinon on va reproduire le cas espagnol, où sous Franco, ils ont fait plein de réserves en eau et c'est extrêmement important pour leur agriculture. Donc c'est devenu le verger de l'Europe, c'est très bien. Mais vu qu'ils avaient cette facilité d'accès à l'eau, ils n'ont pas eu les mêmes réflexions qu'on a en France sur variété, espèces, sol, numérique et matériel qui permettent de complémenter. Il faut avoir une réserve en eau, donc une offre plus importante, mais il faut aussi diminuer la demande. Si on fait augmenter la demande en même temps que l'offre, ça ne change rien au problème. Donc voilà, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut entendre sur un plateau télé où on me demande souvent « est-ce que vous êtes pour ou contre ?» Dire bah, « moi je suis pour une retenue collinaire au pied des Pyrénées pour irriguer dans les Pyrénées-Orientales des fruits et légumes. Par contre, je serais un petit peu moins contre pour la 15e bassine qu'on aura construite sur la même nappe phréatique dans le centre-ouest de la France. À un moment, je me dirais, bon, il y a d'autres alternatives à explorer que cela, ne les oubliez pas. Donc, c'est vraiment complexe comme question. Et voilà. Je remets de la complexité dans le débat parfois sur les plateaux télé. Parce qu'on donne souvent la parole à des personnes qui ne connaissent pas le milieu agricole et qui se donnent l'autorisation de donner une réponse oui ou non, sans connaître vraiment l'utilité ou les conséquences de ces réserves en eau. Bonjour. Oui, j'avais deux questions. Une première sur l'évolution du débourrement. Vous parliez tout à l'heure d'un débourrement plus précoce ces dernières années dû aux températures. Mais y a-t-il aussi un impact dû au CO2 ? Parce que plus de CO2, apparemment, la végétation pousse effectivement plus vite. Ça, c'est une première question. Et deuxième chose, au niveau on parle de plus en plus des éruptions solaires. Est-ce qu'il y a un impact sur le climat ? Donc voilà. Alors d'habitude, j'ai plein de diapos sur ces questions-là. À la fin, je ne sais pas si je les ai mises là. Non, je ne les ai pas mises. Alors le CO2, effectivement, je ne les ai pas mises. Okay, bon. Le CO2, effectivement, a un impact très important sur la photosynthèse. C'est-à-dire que toutes les plantes en C3, celles qui répondent au CO2, le maïs ne fait pas partie par exemple des plantes en C3, vont avoir un effet positif du CO2.
Le blé dans le nord de la France pourra avoir ses rendements qui augmentent grâce au CO2, mais également en Russie, mais également au nord de l'Allemagne. Le blé, le colza également aura ses rendements qui augmentent sur une partie de la France grâce à l'effet CO2 aussi, mais aussi des racines profondes qui lui permettent de puiser dans le sol. En plus, c'est une culture d'hiver, donc elle a de bonnes racines à l'arrivée du printemps et des sécheresses. Le maïs, lui, ne répond pas au CO2, donc lui, il a ses rendements qui diminuent drastiquement dans le sud-ouest de la France parce que, en fait, c'est un équilibre entre l'effet sécheresse et stress thermique, donc stress hydrique, stress thermique, et l'effet CO2. L'effet CO2 tire vers le haut les rendements, mais si l'effet stress thermique est plus important que l'effet CO2, il n'y a pas de photosynthèse parce qu'il faut de l'eau pour faire la photosynthèse. Donc c'est un équilibre en fait qu'on fait souvent en modélisation, dans les modèles de culture, pour trouver la limite entre ces effets bénéfiques et négatifs. Et ça dépend des espèces, ça dépend aussi de la structure foliaire et ça dépend de la profondeur de racines et de la période de culture. Voilà, donc il y a un effet bénéfique du CO2 sur les forêts, à condition qu'elles ne brûlent pas ou qu'elles ne meurent pas entre-temps. Et on a un effet CO2 sur certaines cultures. Mais voilà, il faut juste le juger par rapport à des effets négatifs du stress hydrique. Donc on n'a pas un verdissement éternel de la planète et polluons et tout va bien, comme on peut le voir parfois chez les climato-sceptiques. Il y a une limite quand même, il faut de l'eau pour faire une plante. Et la deuxième question, c'était sur les éruptions solaires. Alors, elles n'ont pas forcément, elles n'ont pas du tout d'impact sur le climat. Parce qu'elles dégagent de l'énergie, de la matière et qui font des aurores boréales, mais ça n'a aucun impact sur le climat. Ça peut avoir un impact sur nos appareils électroniques lors des tempêtes solaires. En Canada, il y a 50-60 ans, il y a eu un effondrement de tout le système électrique de toute une région, puisque la tempête solaire a des impacts sur l'électrique. C'est-à-dire qu'on ne prend pas souvent en compte, un peu comme les pandémies, ça nous arrive dans la gueule, on n'anticipe rien, comme le changement climatique d'ailleurs. Les tempêtes solaires sont extrêmement importantes. Si on a une très 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 violente tempête solaire, que la Terre est bien orientée et qu'elle nous fonce dessus, on peut avoir un effondrement économique de toutes les civilisations du nord de nous, quoi. Et c'est-à-dire que ça peut être très, très compliqué. Voilà. Donc, je ne vais pas aller dans le catastrophisme, mais il faut prendre en compte aussi ces risques-là parce que les usines qui permettent de reconstruire les appareils électroniques sont elles-mêmes en panne. Donc ça devient compliqué après à réfléchir. Mais vous pouvez taper sur Internet les risques, ça fait un peu peur parfois. Et j'ai l'impression qu'on a complètement oublié ce risque-là, qui peut arriver une fois chaque 2 siècles ou 3 siècles, on va dire. On a eu des aurores boréales, par exemple, au niveau des tropiques, quand il n'y avait pas l'électricité, quand il y avait les corsaires qui faisaient les allers-retours. Des aurores boréales en pleine mer dans les tropiques ont été documentées. Et à ce niveau-là, si on a la même chose dans une société électrifiée, on va dire, ça pose des problèmes énormes. En gros, plus de smartphone, plus de téléphone, plus de frigo, plus de TikTok, plus Instagram, Netflix, voilà, vous pouvez même pas utiliser le micro-ondes pour faire des pop-corn. Enfin bref, en gros, les agriculteurs et les viticulteurs s'en sortiront, même les viticulteurs non, mais les agriculteurs s'en sortiront très bien pour survivre. Puis les viticulteurs, ils auront du vin, voilà, je sais pas si c'est vrai. Bref, voilà, c'est le scénario apocalypse. Je pense qu'on peut faire un scénario Hollywood là. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question dans un scénario, on va dire, 2 degrés. Est-ce qu'on a une idée de la modélisation de la pression parasitaire et ravageur? Alors, je ne l'ai pas mise dans le diapo parce que je considère que les experts maladies, c'est quand même très particulier, les champignons, etc. C'est pas des choses que j'ai forcément beaucoup travaillé dessus. Donc moi, je mets seulement les choses sur lesquelles j'ai de fortes connaissances. Ceci dit, j'ai quand même regardé par rapport au mildiou. Le mildiou, en fait, on a une évolution de la température, une évolution des conditions hydriques pendant la saison. Le mildiou, il aime bien l'eau, il aime bien les températures un peu douces. Donc on se retrouve, d'après les projections que j'ai vues, j'ai pas lu toute la bibliographie encore, donc il faudra vérifier ce que je dis, on se retrouve avec une pression parasitaire un petit peu plus importante au printemps, parce qu'il y a de l'eau et de la douceur. Et d'un coup, ça décroît en été, parce que là, il fait trop chaud et trop sec. Et par contre, il peut y avoir un retour en automne. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai travaillé sur le milieu de la pomme de terre. J'ai regardé pas mal de bio là-dessus. Je pense qu'on peut faire le parallèle, parce que c'est à peu près les mêmes sensibilités. Au-dessus de 22 degrés, il me semble qu'il commence à souffrir. Donc 22 degrés, c'est déjà trop chaud. Donc en été, c'est
pas possible. C'est vraiment une augmentation de la pression au printemps, sauf quand il pleut beaucoup en été, ça peut arriver, c'est des moyennes. On a une baisse des précipitations en été, mais c'est une moyenne sur 30 ans. Donc on peut avoir quelques étés qui traînent comme ça, où on a beaucoup de pluie pendant 2 semaines. Avec la douceur, là, ça fait une explosion du milieu d'un coup. Donc on a une belle explosion au printemps, quelques pics en été, et puis après une petite possible en automne. Mais après, je suis pas un expert en champignons, donc je dis ça avec beaucoup de, je sais pas comment on dit ça, de retenue, voilà. Il faudra juste vérifier mes propos, mais en tout cas sur la pomme de terre, ça a déjà été confirmé par McCain. Je devais expliquer pourquoi les pommes de terre étaient plus petites pour les frites McDonald's. Chacun a ses problèmes. Et voilà, donc j'ai un petit peu regardé ces notions-là. Par contre, je ne pourrais pas vous dire pour les autres maladies parce que je ne connais pas leur sensibilité thermique et hydrique. Voilà, sur le milieu. Il y a aussi une chose importante, c'est l'évolution de la saisonnalité. On observe des choses parfois particulières au niveau de la vigne. J'en ai pas parlé parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'avais une figure sur les surétés suivis de l'automne. Quand on a d'énormes stress thermiques en été, la vigne peut se mettre en dormance. Dans certains cas, ça a été le cas chez moi. Et ce qui est étrange, c'est qu'elle reverdit en automne. Il y a une reprise végétative en automne. Et je ne connais pas, et je pense que j'ai regardé dans la biographie, je ne connais pas les conséquences que ça peut avoir sur le rendement de l'année suivante. Est-ce qu'elle se fatigue? Est-ce qu'elle utilise ses réserves? Au contraire, est-ce qu'elle en refait? Est-ce qu'elle a sorti les bourgeons de l'année suivante déjà? Est-ce que... Je n'ai pas trouvé d'études là-dessus. Et pourtant, l'an dernier, on a observé après la sécheresse un reverdissement de tous les arbres et de toutes les espèces pérennes après le 15 août quand les orages sont revenus. Et là, peut-être des choses trop nouvelles, mais je ne pourrais pas vous dire quelles conséquences ça a sur le rendement. Ou alors, est-ce que ça va s'accentuer ou pas avec le changement climatique? C'est encore des choses à étudier. Je pense qu'il faudra se rapprocher de l'INRA pour leur dire de regarder ça. Voilà. Bonjour, merci pour vraiment votre exposé qui était vraiment très clair. Une question relative à ce qu'on relaie en ce moment sur une augmentation de la température de l'Atlantique Nord du côté de l'Écosse, l'Irlande, où tout le monde s'affole un petit peu parce qu'on observe des espèces des espèces qui se déplacent, des espèces qui disparaissent et surtout un 2 degrés ou un 3 degrés d'augmentation de la température de l'eau. Est-ce que ça c'est documenté? Est-ce qu'on a une explication? Est-ce que ça a un lien avec les courants marins que vous évoquiez tout à l'heure? Alors là, j'en parle beaucoup sur mon Twitter et sur LinkedIn, hein, j'ai mis les courbes. Là, c'est tellement récent que j'ai pas de référence scientifique à vous donner. C'est généralement quelques mois après les événements qu'on les a. Donc j'ai lu pas mal de choses. Parce qu'en fait, ce que je remarque, et chez moi aussi, c'est qu'on décrit l'événement, mais on n'en donne pas les causes, parce que je ne les connais pas aussi, et donc on essaye de chercher à comprendre par des hypothèses, c'est ce que font les scientifiques au début. Mais là, on est tellement loin de ce qu'on a l'habitude d'avoir au niveau de la température de la mer, au niveau de la température de l'air, qu'on se pose des questions un peu anxiogènes, je l'avoue, sur des ruptures climatiques qui peuvent avoir lieu. Alors, je pense pas que ça soit le cas, mais il y a des hypothèses qui sont revenues, comme un anticyclone positionné sur le nord de l'Europe, qui a fait d'ailleurs une sécheresse éclair sur le nord. Il n'a pas plu pendant un mois avec du vent. On a le mois de juin, le deuxième mois de juin, le plus chaud qu'on a observé d'ailleurs en France, le plus chaud dans le nord de la France et le plus chaud dans le nord de l'Europe, qui a fait que, au lieu d'avoir des vents d'ouest, pendant un mois et demi, on avait des vents d'est. Ça a changé complètement les courants marins, on a les courants atmosphériques, fort ensoleillement, température élevée comme en été. Et donc en fait la mer a chauffé. Et donc ça a eu des conséquences aussi sur les tropiques, sur les courants de vent qui n'étaient pas forcément habituels, sur les courants de sable aussi, transportés du Sahara qui font un petit peu de l'ombre. Et donc l'océan s'est échauffé. On a même eu des hypothèses sur le changement de la composition du fuel qui est mis dans les bateaux où il y a moins de soufre depuis 2020. Et le soufre est interdit, mais le soufre avec la pollution faisait écran au soleil dans les océans pour éviter que le soleil chauffe. Enfin, il y a eu plein d'hypothèses un petit peu plus farfelues ou moins farfelues. Et après, c'est dans 5-6 mois qu'on aura une étude scientifique avec une remodélisation, etc., qui permettra de confirmer qu'est-ce qui se passe.
Pour l'instant, même moi, il se passe ça, et derrière, j'arrive pas à dire pourquoi et quelles conséquences. On est tellement on dépasse tellement ce que je pensais que c'était possible que je saurais pas te dire. C'est la même chose au niveau des océans du monde. Il y a aussi El Niño, mais normalement El Niño ne fait pas un échauffement au niveau de l'Écosse, il fait un échauffement au niveau de l'Amérique du Sud. Donc c'est très particulier cette année, j'attends vraiment 5 mois si on est encore vivant d'ici là. 5 mois pour pouvoir confirmer, mais là c'est vraiment avec toutes les précautions. J'ai donné quelques hypothèses, mais il faut attendre les résultats scientifiques validés pour pouvoir confirmer. Pour vous donner une ordre d'idée, on a des gammes d'évolution de la température moyenne qui augmentent progressivement. Mais là, en gros, la courbe de 2023, elle est tellement haut tous les jours. Elle est même plus dans la gamme statistiquement viable qu'on se retrouve donc à se demander si on n'a pas un problème de capteurs satellitaires. Mais vu qu'il y a plusieurs satellites qui mesurent ça, la probabilité que tous les capteurs ont un problème en même temps, plus les bouées qui mesurent dans l'océan, est faible, hein, que tous les capteurs tombent. Donc là, on est plutôt sur un scénario de type début de le jour d'après. Ça commence comme ça. Où les scientifiques se posent la question sur les capteurs. Bon, je vous rassure, on ne va pas sur la fin du monde. Hein. Mais voilà, c'était tellement statistiquement improbable qu'on s'est posé la question d'un problème de capteur. C'est juste pour vous dire à quel point on allait loin dans la réflexion. Voilà, c'est à voir dans les prochains mois, mais ça n'a pas l'air de vouloir se calmer, parce qu'avec l'effet El Niño par-dessus tout ça, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Voilà. J'essaie de pas trop être anxiogène parce que sinon il y a des mouchoirs à la fin de si vous voulez, ou sinon il y a du cognac si vous voulez oublier. Justement, pour rebondir sur ce que vous dites, est-ce qu'on parle de l'influence du climat sur nos vignes? Est-ce que vous ne pensez pas que demain on aura une influence du climat sur la société, sur l'évolution de la société? Je pense à l'éco-anxiété et je me dis demain nos civilisations, est-ce qu'elles vont pas évoluer justement à cause des modifications du climat, notamment avec, vous parlez de TikTok, des réseaux sociaux et tout ça. Et je n'ai pas perdu personnellement mon bon sens, mais je me dis, la nouvelle génération, quand il voit tout ça, est-ce qu'ils vont pas perdre leur bon sens et est-ce que ça n'aura pas un impact sur la civilisation globale? Bah, c'est sympa d'acheter des crèmes solaires de Nabila à Dubaï sur TikTok. Enfin, je comprends pas trop pourquoi on s'inquiète de l'évolution de la société. Non, mais il y a quand même quelques influenceurs qui sont bien sur les réseaux sociaux, mais bah pas trop quoi. Voilà. Alors oui, effectivement, on a cette visibilité TikTok sur les réseaux sociaux parce que c'est la visibilité, mais il y a plein d'autres jeunes qui n'ont pas TikTok, qui pensent à l'avenir de la planète, mais qui sont moins avec des éclats pas possibles sur les réseaux sociaux. Faut pas oublier ça. Alors sur les études d'effondrement de civilisation, de mouvement, d'immigration, là c'est vraiment pas mon domaine. Je pense qu'il y a François Gémen au GIEC qui travaille là-dessus. Moi, je suis juste en train de dire qu'on n'est pas sur la fin de la planète, parce que la planète s'en remettra. Hein. Elle a déjà vécu des trucs largement pires que nous, notamment les dinosaures, les astéroïdes, des volcans, etc. Par contre, si on n'a pas une évolution de la société, ça c'est clair et net, de la consommation, de notre sobriété, de notre aspect, de se remettre un peu au niveau de la nature au lieu d'être tout en haut et de considérer que la nature est à exploiter, bah oui, là on fonce droit vers le mur, c'est ce qu'on fait actuellement d'ailleurs. Je considère qu'il faut vraiment, c'est pas un changement de consommation, c'est carrément un changement de philosophie, de rapport à l'eau, de rapport à la nature. Et ça, la seule façon de faire, c'est pas moi ni vous qui allons changer, parce qu'on est tellement dans une éducation différente. Pour moi, c'est vraiment l'éducation qu'on donne à nos jeunes. C'est ce que j'essaye de faire. Bon, je l'emmène au McDo de temps en temps, ça m'arrive, mais bon, j'essaye d'avoir quand même une éducation équilibrée. Par exemple, je lui apprends le nom des arbres, je lui dis pas c'est un arbre. Je lui apprends le nom des arbres, je lui apprends le respect de l'eau. Je lui ai déjà expliqué le changement climatique, sur quoi je travaille, les orages, tout ça. Le rapport à la viande, le rapport aux protéines végétales, le rapport à tout ça. J'essaye de... C'est à moi, c'est à nous, en fait, parents, de le faire. Je considère que c'est les générations futures qu'il faut aider. Voilà. Faut pas se fier à ce qu'on voit sur TikTok parce que c'est les influenceurs qu'on voit et c'est pas forcément représentatif de toute la société. Il faut pas se fier à ce qu'on voit dans les infos aussi en ce moment. Ça ne représente pas toute la société française, je l'espère.
Donc, donc voilà. Il faut absolument un changement sociétal, mais c'est vraiment de la philosophie. C'est pas juste j'achète une télévision de moins chaque 20 ans. Ou au lieu d'acheter. Voilà. Parce que j'ai eu une covoitureuse un jour et qui me disait je l'accompagnais à Paris pour qu'elle prenne l'avion après à Charles de Gaulle pour aller dans les Maldives. Bon, déjà, ça le fait pas, mais je l'ai quand même pas abandonné sur une aire d'autoroute. Et en fait, vu que je travaille dans l'environnement, quand on s'est arrêté sur une aire d'autoroute, elle a acheté des biscuits bio au quinoa parce qu'elle faisait attention à l'environnement. Bah, c'est parce que j'étais là. Je sais pas ce qu'elle aurait acheté si j'étais pas là. Et là, je me suis dit, mais on a carrément un problème d'éducation, je sais pas, de compréhension. Je pense que je peux perdre foi dans la société dans ce cas-là, mais je pense qu'il y a encore de l'espoir d'éducation et d'expliquer que prendre l'avion dans les Maldives, tu peux acheter un Big Mac, ça va rien changer, quoi. Voilà, enfin, il y a un moment, réfléchis à ce que tu fais et voilà, c'est des questions de priorité aussi et d'égoïsme. On peut dire les choses comme ça aussi. Bon, désolé, c'est pas forcément la question sur laquelle je suis le plus à l'aise, ça sort un petit peu de mon domaine scientifique, mais j'essaie de garder espoir. Bon, après les quinoas, j'ai un petit peu perdu espoir, mais bon, elles sont pas toutes comme ça, non, les covoitureuses. S'il n'y a pas d'autres questions, je suis encore là, hein. Tout à l'heure, on peut discuter tout à l'heure. Je prendrai juste une pause pour la nicotine. C'est électronique. Je ne pollue pas l'environnement avec le tabac. Non, mais elle me regarde parce qu'elle me donne des clopes depuis hier, alors c'est pas bien. Faut pas faire la promotion du tabac en public. Par contre, l'alcool, il y en a à côté. Avec modération, je dois le dire. Voilà. Merci à tous.